Bonjour et ravi de vous retrouver dans ce nouveau rendez-vous que vous propose France 3, Sans filtre. C'est une façon d'aborder les questions de société dont vous entendez parler au niveau national ou international, mais à niveau humain, à niveau d'hommes et de femmes affectés par ces thèmes comme celui de ce soir, le narcotrafic. Nous sommes à Montargis, l'exemple même d'une charmante ville moyenne du Gâtinais, la Venise du Gâtinais, connue pour ses pralines, ses balades fluviales, mais aussi depuis quelque temps pour le narcotrafic qui perturbe la vie de ses habitants. Alors on va essayer de démêler ça, il y aura des témoignages d'habitants, il y aura des témoignages d'usagers, les autorités seront là, le maire, la préfète, le procureur, la commissaire. Je les remercie tous évidemment de participer à ce débat et pendant une heure on va essayer de débrouiller un peu les fils extrêmement complexes de cette question qui est un poison à la fois pour les habitants mais aussi hélas pour ceux qui consomment ces narcotiques. Et pour cette émission, je suis accompagné de deux concerts. Rebecca Benbourek, vous la connaissez dans le Val-de-Loire parce qu'elle présente le 19-20 sur France 3 Val-de-Loire. Et puis Camille Huppenoir qui est à la radio ici. Les deux ont une expertise du terrain que je n'ai pas. J'aurai besoin de leur regard. Elles seront là aussi pour traquer les fake news parce qu'il y en a quelquefois. Et cet ancrage sur le terrain, c'est vraiment la marque de fabrique de cette nouvelle émission. Mais comme je vous le disais, ce qui compte, c'est la parole des gens, la parole des citoyens dans cette émission. Et Evelyne, on va commencer par vous. Vous êtes habitante de Montargis. Non, vous n'êtes plus habitante de Montargis. Vous êtes précisément l'exemple de quelqu'un que le narcotrafic a fait fuir d'une ville qu'elle aimait bien. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous raconter le pourquoi du comment ? Ça fait 23 ans que je suis là. J'ai déménagé plusieurs fois dans Montargis. Voilà. Bon. J'ai travaillé à Montargis dans plusieurs métiers différents. Et en fait, mon dernier appartement, j'habitais au-dessus d'un parc. Et pendant 7 ans, en été, vous ne pouvez pas dormir. 7 ans. Vous avez vu monter progressivement les nuisances que le trafic occasionnait dans votre quotidien ? Oui. Sur 7 ans, disons que les 4 dernières années étaient impossibles. Donc ça commence à 10h le matin jusqu'à 2h du matin. Vous avez assisté à des scènes qui vous mettaient en insécurité réelle, c'est-à-dire des scènes de violence, des altercations, Oui, parce qu'en fait, quand ils sont drogués, ils se tapent et c'est des cris, des hurlements. Mais bon, moi, j'étais au 8e étage, donc ça ne me concernait pas. Et en fait, quand ils vous croisent dans la rue, le lendemain, ils ne vous connaissent pas, parce que, la veille, ils sont pas bien. Mais quand vous ne pouvez pas dormir, quand c'est l'été et que vous êtes au 8e étage, au bout d'un moment, on appelait sans arrêt la police, voilà. Donc, ils les font partir. Et le lendemain, ils sont là, quoi. Et c'était tous des drogués, alcool et voilà. Et donc moi, j'allais être à la retraite. J'ai eu 2 cancers et j'ai été en chimio et je ne pouvais pas vivre ça pendant des années. Donc on a fait des pétitions, on a rencontré M. Dijon qui a dit, les policiers vont passer plus, mais les policiers passent, mais 2 heures après, ils reviennent et les policiers ne peuvent pas être là tout le temps. C'est normal. Voilà. Monsieur le maire, c'est une première interpellation. Personne ne peut mettre en doute la volonté des élus de lutter contre le narcotrafic. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Et là, en l'occurrence, est-ce que ce n'est pas le témoignage de votre impuissance et de celle des pouvoirs publics ? Alors c'est une certaine impuissance, malheureusement, on peut dire que ça, puisqu'on n'a pas de moyens de faire partir des gens, puisque la chaîne pénale, après, ne peut pas traiter des gens qui sont dans les rues et qui font un peu de tapage nocturne. C'est pas suffisant, si vous voulez, pour vous amener devant la justice. Et la police nationale fait du travail, fait ce qu'elle peut, mais quand on a une centaine de personnes qui, dans la ville, sont là l'été, dehors, d'une manière abusive le soir, il y a quelques endroits dans la ville, dont les balcons de Madame, je suis au courant, dans le parc de la Chaussée. Et là, on a effectivement un problème qui va revenir dans quelques jours, puisque on n'a pas encore eu de plainte là, mais ça va revenir dans quelques jours. Et on est au courant. Alors, on a eu un programme pour fermer ce parc le soir. On aurait pu le fermer, mais le problème, c'est que ce parc est un lieu de traversée pour les gens qui viennent de la gare. Et les gens seraient très mécontents si on faisait ça aussi. Le problème, c'est que si on ferme des parcs et on oblige les gens à faire des détours importants
temps le soir quand il fait nuit, c'est un problème. Donc on n'a pas trouvé la solution, mais on est avec la commissaire là-dessus. Excusez-moi de vous couper, ils ont dit que depuis que j'ai déménagé, il n'y en a plus, mais il y en a moins. Parce qu'il y a... Oui, c'est ce que je pensais, parce que là, on a peu de plaintes, mais on attend que le beau temps soit là. Malheureusement, il revient très doucement. Et là, on a peut-être un peu de chance pour le moment. Et puis, avec la commissaire, on va voir tout ça. C'est le problème On a un arrêté anti-bivouac l'été qui empêche les gens de stationner longtemps dans un endroit. Mais c'est un arrêté municipal qui est temporaire et qui est compliqué à appliquer actuellement. Et puis, il faut aussi qu'on ait peut-être un peu plus de moyens humains au commissariat de police de Montargis, puisque la police municipale, elle s'arrête le soir à 21h. On ne peut pas travailler jusqu'à 22, 23h. On a 16 policiers municipaux en tenue sur les 30 policiers municipaux. Donc c'est déjà un effort important. Le budget de la police municipale, c'est 1,5 million par an, c'est-à-dire 100 € par Montargois. Ce qui est important. Sophie Brocard, vous êtes préfète du Loiret, vous avez envie d'apporter des éléments de réponse à Evelyne. Oui, parce que d'abord, je comprends que quand pendant des années, on subit effectivement du trafic de drogue en bas de chez soi, ce soit extrêmement pénible, extrêmement inquiétant. Voilà. Je crois que on a changé de braquet et que au fond on est plus efficace. On est plus efficace. Je prends juste 3 chiffres. Je vais pas vous assommer de chiffres, mais on est passé de 11 points de deal à Montargis à 7 cette année. On a des mises en cause pour trafic qui ont augmenté de 45%, et globalement la délinquance a baissé de 8% cette année et de 9% l'année dernière. Pourquoi ça marche mieux? Parce qu'on a changé de braquet. C'est vrai, madame, que si vous appelez la police le 17, ils viennent. Les dealers s'égayent dans la nature, et puis la police, elle peut pas rester toute la nuit, évidemment, devant chaque immeuble. Bien sûr. On a changé de braquet parce que, au fond, pas trop long, s'il vous plaît. D'accord. La méthode, c'est un rasoir à 3 lames. On s'attaque, je rentre pas dans le détail, mais on s'attaque à la fois avec du judiciaire, ça c'est le procureur qui pourra en parler, à ceux qui organisent les trafics pour les interpeller et pour taper au portefeuille, le patrimoine. Ensuite, on s'attaque aux revendeurs avec du harcèlement. Et ça, la commissaire pourra dire comment elle a réussi à démanteler des points de deal. Et on s'attaque aux consommateurs, parce qu'il y avait moins de consommateurs, il y aurait moins de dealers. C'est un énorme marché avec des amendes forfaitaires. Et je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas d'amende forfaitaire pour les mineurs. Heureusement que je vous ai demandé d'être brève, parce que sinon, qu'est-ce que ça aurait été? Audrey, vous êtes la commissaire à Montargis et vous êtes plutôt récemment arrivée. Est-ce que vous saviez, est-ce que la réalité que vous avez rencontrée correspond à ce que vous imaginiez? C'est pire? Et pour répondre et suivre ce que vient de dire Madame la préfète, comment c'est pratiquement de démanteler des points de deal? Alors, il faut savoir que la lutte contre le trafic de stupéfiants est une priorité gouvernementale. Donc, nous l'appliquons dans tous les commissariats de France, parce que désormais, le trafic de stupéfiants n'est pas limité aux grandes villes. Et donc, ne serait-ce que pour cette année, nous avons déjà organisé 13 opérations d'ampleur, dont 4 avec le renfort de la CRS 8. Et au-delà de ces opérations, tous les jours, les policiers sont sur les points de deal, que ce soit de jour ou de nuit, pour harceler les dealers, pour contrôler leur identité, vérifier qu'il n'y ait pas de la drogue sur eux, faire des visites des parties communes, parce que très souvent ils cachent les produits stupéfiants dans les plantations. Donc tout ça, c'est un travail qu'on fait au quotidien. Ça doit être complètement décourageant, puisque vous déstructurez un point de deal, il se déplace de quelques mètres, de quelques pâtés de maison, et un nouveau apparaît. On parlera tout à l'heure des grandes opérations médiatiques. On en voit très vite les limites et finalement les insuffisances. Vous savez, la police a fait son travail tous les jours avec les moyens dont elle dispose et de son mieux. Donc j'ai de la chance d'être entouré de professionnels, de policiers qui aiment leur travail et qui tous les jours mettent leur uniforme pour sauvegarder la sécurité de nos concitoyens. Oui, mais vous ne me répondez pas. Est-ce qu'il vous arrive d'être découragé comme une sorte de rocher de Sisyphe que vous remontez, qui redescend inlassablement? C'est notre métier. Bon, ouais, c'est votre vocation, on pourrait dire. Rebecca, peut-être un petit point justement sur cette explosion du narcotrafic dans une ville comme celle de Montargis. Et encore une fois, on en parle non pas pour la stigmatiser, mais comme l'exemple de ces villes moyennes ancrées dans la ruralité qui connaissent finalement des problèmes
qui sont relativement nouveaux. Absolument, Michel, vous l'avez dit, Montargis, c'est une petite ville de 15 000 habitants qu'on surnomme la Venise du Gâtinais avec tous ses ponts, tous ses canaux. C'est un peu la charmante ville de province où on s'arrêtait sur la route des vacances. Ça, c'est pour la carte postale. L'envers du décor, c'est effectivement cette réalité aussi sombre. Quand on sort du centre-ville, quand on se rend dans des quartiers périphériques, il y a ce trafic de drogue qui empoisonne le quotidien des habitants. Alors évidemment, on n'est pas en Île-de-France ou en PACA. Montargis n'est pas une place forte du narcotrafic, mais depuis plusieurs années, la police, vous l'avez dit, a identifié plusieurs points de deal actifs. Il en reste encore 7. Et dans ce département du Loiret, sur l'année 2024, 215 opérations de police ont été menées avec près d'une centaine de personnes qui ont été placées en garde à vue. Camille, vous avez à la radio ici recueilli un certain nombre de témoignages et on est ravis de cette collaboration ici entre Radio France et France Télévisions. Qu'est-ce qui vous a marqué dans les témoignages que vous avez reçus ? Il y en a un particulièrement qui m'a marqué, c'est celui de Christine, qui nous a sollicité parce qu'elle voulait réagir à notre appel à témoins. C'est quelqu'un qui a 67 ans, qui habite la métropole d'Orléans et qui m'a dit, mais en fait c'est partout, tout simplement, le trafic de drogue, moi je le vois. Et ce qu'elle m'a dit et qui est intéressant, c'est, à mon époque, il n'était pas aussi visible. Alors quand elle dit ça, elle parle des années 70, 80, quand elle était plus jeune. Aujourd'hui, elle me dit, voilà, moi, la dernière fois, il y a quelques semaines, j'ai vu des voitures en bas de chez moi, un balai de voitures. On passe une enveloppe par la fenêtre, on reçoit en échange des billets, etc. C'est ce qu'elle voit. Alors elle me dit, parfois, j'aimerais bien les voir, ces jeunes. Elle les appelle ces jeunes. J'aimerais leur dire que c'est pas bien, que c'est pas bon pour eux, mais elle a peur, en fait. Voilà, elle a peur de ces bandes qui traînent, elle a peur d'une forme de violence, en fait, à son encontre. Et le sentiment qu'elle a, alors d'un côté elle est un peu inquiète pour la jeunesse, de l'autre elle est en colère quand elle voit les histoires de règlement de compte, mais le sentiment qu'elle a et qu'ont partagé d'autres auditeurs, c'est toujours le même, elle est désemparée en fait. Voilà, elle ne sait pas ce qu'il faudrait faire. Elle salue les patrouilles de police dans son quartier, oui ils sont là mais est-ce suffisant? Elle salue les éducateurs, ils sont là mais est-ce suffisant? Elle dit peut-être qu'il faudrait intervenir plus dans les lycées, dans les collèges pour dire aux jeunes quels sont les effets de la drogue. Mais à la fin, elle a quand même conclu son témoignage en disant « Moi, simple citoyenne, désormais, je pense que je ne peux rien faire. C'est du ressort de l'État et des politiques. » Rebecca, ce qui est assez étonnant quand on voit la carte, c'est qu'évidemment, Montargis est, j'allais dire, admirablement placé pour du narcotrafic sur un axe sud-nord, peut-être de la Cam qui vient du Maroc, etc., qui remonte vers Paris, près d'une autoroute, et qui peut après essaimer, évidemment, vers la capitale et ses banlieues, mais aussi vers les ports du Nord, etc. C'est finalement un lieu assez stratégique et central. Clairement stratégique, effectivement, les trafiquants ont tendance à délaisser ces grandes villes pour s'implanter dans des petites communes. Ça se vérifie à Montargis, mais on pourrait très bien parler de Vesoul, de Niort ou encore de Montauban. Selon la Cour des comptes, 8 communes sur 10, Michel, en France, sont touchées par la drogue. Pour ce qui est de Montargis, on sait que la présence policière est aussi beaucoup plus faible. On aura sans doute l'occasion d'en parler au cours de ce débat. Ce qui fait que les trafiquants ciblent clairement ce type de territoire. Et aussi, c'est une ville qui a une certaine pauvreté. Ici, un habitant sur une personne sur 3 vit sous le seuil de pauvreté dans cette ville de Montargis. C'est un environnement qui est clairement propice à l'installation des trafiquants et l'émergence de nouveaux consommateurs. Il y a des jeunes ici qui sont impliqués dans le travail associatif. Tout de suite, je voudrais leur demander, qu'est-ce que ça vous fait qu'on renvoie cette image-là de votre ville? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est... on accuse souvent les médias de caricaturer la réalité. Est-ce qu'on la caricature jusqu'à maintenant? Alors moi, je suis assez d'accord avec le fait qu'on caricature un peu cette ville-là. On est ici... mes amis et moi, au sein de l'association Humanis, la prévention, on fait partie aussi de cette association pour montrer que non, les jeunes, on n'est pas tous non plus concernés par ces faits-là. Et malgré ça, on est quand même dénigré par certaines personnes sur le fait que on pourrait faire partie de ces points de deal. Parce que finalement, quand on essaye on va en parler tout à l'heure, de ne pas tenir que le discours de la répression, etc., mais qu'on essaye d'accompagner, de trouver des solutions, y compris sanitaires, pour les drogués, on passe tout de suite pour des complices des camés, c'est ça qu'on vous reproche quelquefois? C'est ça, on nous reproche beaucoup le fait d'être près de ces personnes-là et on nous y associe beaucoup, alors que pas du tout.
Alors c'est pas pour ça que je vous ai placé à côté de la commissaire pour vous faire, au contraire, Il n'y a pas de souci. insulter en disant que vous êtes des auxiliaires de police. Vous essayez d'être entre les deux, j'imagine. Parfaitement. Je voudrais écouter et me rapprocher de Michael. C'est un premier témoignage que j'ai envie d'entendre en y prenant le temps. Vous êtes un consommateur de drogue depuis très longtemps, depuis les années 90. Vous avez tenté de vous sevrer, vous y êtes partiellement arrivé. Comment on arrive à s'en sortir et aujourd'hui, quel message vous voudriez faire passer ? Maintenant, de toute façon, il y a des traitements de substitution. Maintenant, je suis sous traitement de substitution qui permet d'avoir quand même une vie sociale et un équilibre. Et de pouvoir avoir Mais disons, il y a des addictions dans lesquelles ça reste une maladie et on ne peut pas s'en sortir. C'est vrai qu'après le tout répressif, je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions. Mais c'est peut-être dans les médias, mais il faut entrevoir ça depuis le regard d'autres personnes que forcément il y a des personnes qui accompagnent au jour le jour, il y a des personnes qui accompagnent aussi pour la réduction des risques. Et ça fait avancer les choses. Mais je pense qu'il faut aussi regarder de ce côté-là. J'imagine que la géographie de la drogue a beaucoup changé entre le moment où vous avez commencé et maintenant. Bon, avant... tout était d'abord physique, fallait se rendre dans des points de deal, ça continue. Mais il y a un phénomène qui s'est totalement déployé, et il y a eu beaucoup de reportages là-dessus et d'études au moment des confinements du Covid, c'est le développement par les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Maintenant, il n'y a plus vraiment besoin d'aller chercher son produit à l'extérieur. Il suffit par les messageries. Alors, c'est quoi? C'est des boucles WhatsApp? Oui, ce genre de truc. Il y a WhatsApp, il y a Telegram, il y a Signal, il y en a. Et là, on commande sa cam et on se la fait livrer. Voilà, tout à fait. Il vous donne des cartes avec les tarifs et vous n'avez plus qu'à faire votre commande exactement comme vous commanderiez sur Uber. Monsieur le procureur, est-ce que ça, c'est pas aussi le signe d'une inefficacité structurelle de la répression policière? Parce que qu'est-ce que vous pouvez faire contre l'ubérisation du trafic? Les grandes opérations au coup de poing sont de peu de poids devant ça. Alors, vous avez raison que les services de police, de gendarmerie et l'institution judiciaire doivent s'adapter aux nouvelles méthodes de trafic. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que nous ne renonçons jamais. Tout à l'heure, il était question du quartier de la Chaussée. Il a été conduit en mai 2025, une opération définie entre les services de police, le procureur de la République de Montargis, qui a conduit à l'interpellation de plusieurs mineurs et majeurs impliqués dans des faits de trafic de stupéfiants, et plusieurs d'entre eux sont aujourd'hui incarcérés pour des peines importantes. Cela montre qu'on est effectivement capable d'être efficace sur des points déterminés. Pour répondre à votre question sur l'adaptation des services d'enquête et des services judiciaires à ces évolutions du trafic de stupéfiants, on a aussi cette capacité de mettre en œuvre des méthodes d'enquête, d'investigation qui permettent d'identifier effectivement ces nouvelles façons de trafiquer. Cela reste difficile, cela suppose à la fois du temps, de l'investigation, pour ne pas simplement faire du saut de dessus à propos d'un deal de rue, mais être en capacité de remonter des réseaux. J'ai rencontré il y a quelques jours un dealer en activité. On a hésité parce qu'on s'est dit on ne va pas faire non plus l'apologie de ça, mais rencontrer ce garçon, vraiment, ça ne donne pas envie parce que lui-même est finalement dans une forme de désespoir, d'enfermement. Et ce témoignage, on l'a fait évidemment de façon à ce qu'il ne puisse pas être reconnu, mais vous allez entendre, il soulève de vraies questions. Dans vos clients, il n'y a pas que, suivant le stéréotype habituel, des jeunes qui traînent devant les cages d'ascenseur, etc. Il y a de tout, il y a des pères de famille, il y a des ouvriers, il y a des médecins, il y a quoi? On peut rencontrer de tout type, des peintres, des ouvriers, des charpentiers. Par exemple, ces artisans que vous citez, c'est quoi? C'est du cannabis récréatif ou c'est de la coke pour tenir dans des activités un peu difficiles, un peu dures physiquement? Plus le cannabis, après, il y en a 2-3 qui prennent de la coke, et principalement du cannabis. La coke, ça va être plus des femmes. Après, j'ai pas mal de gens d'État, des avocats.
On a beaucoup dit que la cocaïne s'était démocratisée, entre guillemets, parce que c'est vrai que pendant un moment, c'était la drogue des gens riches, des gens du spectacle, de la télé. Ça reste vrai ou ça touche désormais toutes les classes? Ça touche tout le monde. Parce que maintenant, on peut avoir un demi-gramme pour aller 30 €. 30 €, c'est quoi? C'est rien du tout. Tout le monde peut s'en procurer. Tout se passe sur Internet maintenant. Telegram, Snapchat. Du coup, on ajoute, ils nous ajoutent, ils se partagent le mot. Démocratisation de la cocaïne au niveau des prix, généralisation de l'usage de la cocaïne. Madame la préfète, dans les débats inlassables, on va les évoquer, hein, concernant la légalisation du cannabis, il y avait toujours, pour les gens qui y sont opposés, l'argument, si on entrouvre la porte d'une légalisation des drogues douces, ça va accroître l'usage des drogues dures. Or, le constat s'impose. On a une politique répressive sur le cannabis, ça n'a pas empêché l'explosion de l'usage de la cocaïne. Donc là, est-ce qu'il n'y a quand même pas un grand examen de conscience à faire de la part des pouvoirs publics? On a une activité judiciaire parmi les plus répressives d'Europe et le trafic explose. Il y a quand même quelque chose qui mériterait de vous interroger. Alors, sur... Madame la préfète. Non, mais est-ce qu'il faut légaliser le cannabis? Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas. D'ailleurs, on voit bien que ça... Non, mais d'accord. Si j'entendais un préfet qui me dise oui, ce serait le scoop de ma vie. Hein, non, mais parce effectivement, il y a eu des débats autour de est-ce que ça permettrait de mieux contrôler le trafic et donc de tuer les réseaux qui font quand même un chiffre d'affaires, de soulager les policiers qui, plutôt que de pourchasser des... Oui, mais je vous ai dit, on est en train de changer de braquet. Je pense que le travail judiciaire approfondi sur des cibles. Il y a une loi aussi, la loi de lutte contre la criminalité organisée qui va sortir du Conseil constitutionnel aujourd'hui sans doute, qui va donner des moyens aux enquêteurs et à la justice beaucoup plus importants pour démanteler ces réseaux de grands criminels qui d'ailleurs touchent à la drogue mais aussi à la prostitution, etc. Voilà, donc moi je crois qu'il ne faut pas lâcher et que quand je vois chez les jeunes, le cannabis, ça crée aussi de la dépendance, de la désociabilisation et des problèmes psychiatriques importants. Donc moi je pense qu'il faut pas légaliser. Rebecca, cette explosion de la coke, ça fait aussi se développer une sorte de microéconomie. Alors on a souvent dit que le trafic faisait vivre des pans entiers, par exemple dans les cités, des familles entières, parce que c'est des mules, parce que les jeunes sont des guetteurs, etc. Il y a une microéconomie qui aujourd'hui est totalement dépendante du trafic de drogue. Oui, il y a toute une économie souterraine, effectivement. Les trafiquants sont très habiles aujourd'hui pour se fondre dans le paysage, notamment en zone rurale, dans les petites communes, pour monter des commerces de façade qui permettent de blanchir l'argent du deal. Alors justement, c'est une question pour vous, Madame la Préfète. Comment est-ce que vous agissez contre ces petits commerces de façade qui blanchissent cet argent? Quels sont vos leviers administratifs, leviers pénal peut-être aussi? En même temps, à chaque fois qu'on va aller bouffer un kebab, on ne va pas se dire qu'on participe au trafic. C'est quand même un peu compliqué. Il y a un travail de renseignement où tous les services échangent de l'information. Il y a des cibles fixées avec le procureur, par le procureur, avec les services enquêteurs. Quand on tape sur un réseau, ou sur un trafiquant, on a fait parallèlement un travail autour de son patrimoine. S'il y a un coiffeur, s'il a une épicerie de nuit, un bar, etc. Nous, avec nos polices administratives, on va vérifier. Vous arrivez à les repérer? Est-ce que vous pouvez les quantifier sur une région, un territoire comme la nôtre? Par exemple, ici à Montargis, on a fait 11 vérifications de commerce et quand il y a un truc qui ne va pas sur les comptes, sur le personnel... Sur les 11, vous en avez combien? Non, mais... Quand il y a des problèmes, on ferme. Après, on va avoir des moyens avec cette loi sur la lutte contre le crime organisé, des moyens plus importants pour taper au patrimoine. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc directement au portefeuille des trafiquants, c'est ça? Oui, avec le fisc, avec le blanchiment, c'est un truc compliqué. C'est une mécanique compliquée. Le procureur pourra en parler mieux que moi. Monsieur le maire? Le sous-préfet fait des descentes de temps en temps, sur ordre de la préfète. Ils appellent ça un CODAF, et il surveille les bars de nuit. Et je peux vous dire qu'on en a fermé quelques-uns, qui ont été réouverts après une période, mais ça s'est bien passé. Moi, ce que je voudrais, c'est quand même qu'on replace les choses dans le contexte local. On est une petite ville de 15 000 habitants, dans une agglomération de 65 000, et dans un territoire de pays de 135 000 habitants. Donc, tout le monde vient consommer à Montargis, grosso modo, et c'est là que ça se passe, d'une manière ouverte. Le problème, c'est qu'on a à Montargis 200 jeunes qui nous pourrissent la vie.
c'est 200, c'est pas beaucoup. Hein. Et il y a, ça représente 1 ou 2% des jeunes de la ville. Le reste, regardez les jeunes de chez Imanis tout à l'heure. Bon, bah, c'est des gens formidables. Et puis dans tous les lycées, il y a on a 1600 enfants dans les écoles primaires. Il n'y en a pas un qui bouge. Je peux vous dire que ça marche. Les 400, 2 fois 400, 800 qui sont dans les collèges, ça bouge pas. Et dans les lycées non plus. On a vraiment des directeurs d'établissement qui font sacrément leur boulot. Et je vous assure qu'on est à côté d'eux tous les jours. La préfète nous relaye aussi, nous a aidés après les émeutes de 2023. On a mis en dispositif avec la prévention spécialisée. Je vois Johan Cousin qui est là, qui a monté le système depuis le mois de septembre. Et ça marche formidablement. On extrait les jeunes un par un des points, mais on les remet. Et quand on voit le travail qu'il fait, c'est passionnant. Je vous ai envoyé les deux. On en parlera tout à l'heure et vous m'aviez envoyé la documentation. En effet, Julien Paris, il y a des effets collatéraux. Alors ça ouvre presque un autre débat, celui de la répression de la violence routière, mais j'ai envie d'entendre votre témoignage puisqu'il y a 5 ans, vous avez perdu votre fils âgé de 19 ans, Valentin, dans un accident de la route dont le chauffard était sous l'emprise d'alcool et de stupéfiants. Vous estimez qu'il n'a pas été condamné à sa juste peine et que finalement la drogue c'est aussi ça, c'est des effets catastrophiques que ça peut avoir dans leurs conséquences sur autrui. Oui, c'est ça, oui. C'était le 20 septembre 2020. Valentin, 19 ans, notre piste, était en scooter et s'est fait percuter par une voiture. Le chauffard et les passagers, alcool stupéfiant. Ils avaient consommé toute la journée une bouteille de whisky et de Gen 27. Et il s'est fait renverser dans la nuit. Ils ont pris la fuite, non-assistance à personne en danger, alcool stupéfiant et vitesse. Ils ont été rattrapés chez la maman, ils dormaient tranquillement. Et en plus de ça, ils nient tous les faits. Et par rapport aux 3 circonstances aggravantes, maintenant c'est 10 ans d'emprisonnement, 150 000 € d'amende. Et ce n'est pas le cas. Le chauffeur n'a fait que 8 mois de prison. Monsieur le procureur, sans rentrer dans le détail de cette affaire que vous ne connaissez peut-être pas, ce sentiment finalement qu'ont beaucoup de gens que la justice n'est pas au rendez-vous, soit dans la dureté des peines, soit dans leur qualification. Je sais qu'après le drame qui a touché le chef Yannick Aleno, qui est semblable au vôtre, il y a une proposition de loi qui va requalifier l'accident causé par un automobiliste comme conduite à risque et faire reconnaître l'homicide involontaire en homicide routier. Mais est-ce que ça n'est pas aussi ça qui distend le lien des citoyens avec les institutions, ce sentiment que même quand la justice agit, elle agit mal? Nous entendons ces critiques et je voudrais dire à M. Paris que le drame qu'il a vécu est le drame absolu. Il n'y a pas de réponse qui puisse réparer ce dont vous avez souffert. Dire que la justice n'est pas assez sévère dans le cas d'espèce, je ne le connais effectivement pas, mais elle fait en fonction des éléments qui lui sont apportés. Ce que je voudrais dire, et ça rejoint un peu le témoignage que vous avez recueilli tout à l'heure auprès de ce monsieur qui essaie de se sortir de la toxicomanie, le travail de la justice est un travail qui essaie de répondre à différentes situations et de moduler les réponses en considération de ce que vivent les personnes qui commettent des infractions, de leur passé, de leur âge, de leur trajectoire personnelle et de ce que l'on peut espérer par rapport à ce futur qui est le leur et auquel on ne pourra jamais renoncer. L'inadaptation de la réponse pénale est toujours effectivement avancée comme insuffisamment sévère. Vous le savez, les prisons françaises regorgent de détenus et on fait le reproche aux procureurs, aux juges, de n'être pas plus imaginatif que cela au titre des peines qu'ils prononcent. Evelyne, je vous vois bouillir derrière. Oui, parce que j'estime que ce monsieur, il a perdu son fils et il a fait combien de prison? J'ai pas entendu. 8 mois de prison. 8 mois, super. Donc voilà, sous stupéfiants, sous alcool. Voilà, c'est la justice, 8 mois de prison, quoi. Puis chez vous, vous allez voler un steak, vous allez faire 1 mois de prison. Donc au niveau des amendes, pareil, j'en reviens aux amendes, on veut plus. Moi, je fume pas. Hein. Je fume pas, mais les gens qui vont fumer sur les plages maintenant, etc., ils auront 135 € d'amende. Et un gars qui tape un flic, il a 500 € et il est dehors. Donc il y a des choses qui vont pas. Vous trouvez qu'il y a une disproportion dans l'échelle des peines? Une disproportion des peines. Je veux dire, maintenant, tout est nouveau, il a un problème psychiatrique. Ils ont tous des problèmes psychiatriques. Et il y a une nouvelle drogue, il n'y a pas que la cocaïne et le machin. Maintenant, il y a
les bonbonnes là. Oui, les bonbonnes d'azote. Peut-être faut-il être un peu plus précis, parce qu'effectivement, rapidement, le responsable de l'accident qui a été à l'origine du décès de votre fils a été condamné à 36 mois de prison, dont 18 mois assortis d'un sursis avec probatoire. Il a été peut-être libéré, comme vous l'indiquez, au bout de 8 mois seulement, au bénéfice de réduction de peine. Mais la justice n'abandonne pas le suivi qui doit être mis en œuvre pour éviter qu'il ne réitère. Mais encore une fois, je le redis, ce drame absolu que vous avez vécu, aucune réponse pénale ne peut le réparer. Je voulais dire, en tant que victime, ce qui est scandaleux au pénal, c'est qu'on ne peut pas faire appel. On est quand même victime. Pourquoi c'est le coupable qui peut faire appel? C'est ça que... voilà. Comme partie civile, vous n'avez pas de recours, c'est ça que vous voulez dire? Pénal, voilà. Ça, et vous avez le sentiment d'une profonde injustice? Bien sûr, parce qu'on met toute la cause vers la victime. Et vous avez été aidé, je ne sais pas, par des associations, par les pouvoirs publics? Quand il y a un accident de la route, qu'on est victime, on est dirigé par AVL, c'est Aide aux victimes voilà, du Loiret. Et ils m'ont appelé, on va dire voilà, mais on n'est pas du tout suivi. On est dans la nature. Si on ne les appelle pas, ils ne nous appellent pas. J'ai été aussi au centre médico-psychologique et c'est pareil, on vous envoie balader. Vous vous rendez compte, c'est pas possible. Lorsqu'on vit, on perd un enfant et voilà, tout va sur nous. Même actuellement, on continue les procédures. Ça fait 4 ans et demi. Hein. Le 20 septembre 2025, ça fera 5 ans. Et la justice n'est pas encore faite. Mais en même temps, il n'y a pas de proportion, même si l'homme avait été condamné à 5 ans de prison, votre peine serait aussi la même. Bah, ça serait mieux. Juste, voilà, c'est juste un sentiment d'injustice. Bah oui, parce que normalement, c'est 10 ans d'emprisonnement. Il y a 3 circonstances aggravantes quand même, que 8 mois. Par exemple, un narcotrafiquant, il va prendre combien? Il va tuer personne. Il prendra plus. Et pour mon fils, le chauffard, il a pris moins. Ce n'est pas normal. Sophie Broca. Non, mais c'est vrai, vous avez raison, monsieur. La loi dont a parlé Michel Filt, qui vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale, elle crée un homicide routier. Et je crois que ça va permettre aussi de dire à quel point le fait de conduire avec des stupes, sous stupes et sous alcool, c'est pas banal, quoi. Et d'ailleurs, elle va beaucoup renforcer les sanctions aussi, puisque maintenant, sans provoquer d'accident, vous aurez 9 points en moins et confiscation immédiate du véhicule et du permis de conduire. Bon, mais vous avez raison, il faut qu'on reconnaisse que ça n'est pas normal, que c'est très dangereux. On se met en sur-risque quand on conduit sous alcool ou sous stupe. Il y a eu le drame qui a affecté Julien, Rebecca, mais il y a eu un autre fait marquant dans la région d'un accident de car, oui, je crois. Tout à fait, c'était à Châteaudun, à quelques kilomètres d'ici, c'était le 30 janvier. Une jeune fille de 15 ans, une adolescente, elle s'appelait Johanna. Elle est morte sur la route de son lycée un matin, dans l'accident de son car scolaire. Le conducteur de ce car scolaire avait été testé positif aux stupéfiants. Évidemment, c'est un témoignage qui fait écho au drame que vous avez vécu, monsieur. Une question peut-être pour vous, madame la préfète. Comment est-ce que vous faites justement pour mieux contrôler en amont tous ces conducteurs qui consomment? On a l'impression que c'est une banalisation maintenant de consommer du cannabis au volant, même quand on est conducteur de car scolaire. Ouais, est-ce qu'il y a des contrôles systématiques à la sortie des boîtes, le week-end, etc. Là, ou pas? pour les bus scolaires, en effet, la ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Intérieur nous ont immédiatement demandé de renforcer les contrôles. Dans ce département, on en a fait 502 des contrôles de bus. Il y a eu deux contrôles positifs, donc 2 conducteurs qui avaient consommé des stupes. Alors, il faut... Bon, évidemment, ils sont immédiatement licenciés, etc. Mais ça prouve que, psychologiquement, dans cette société, on considère que fumer un joint, c'est et prendre rien. le volant derrière, non, voilà. Et donc, ça banal. ne va pas. Donc, ça renvoie au problème de l'éducation, à mon avis, qui est un problème beaucoup plus profond, dont on parlera sans doute. Ce que je voulais dire, c'est qu'on est en train de travailler comme un éthylotest anti-démarrage. Vous savez que les conducteurs de bus, ils ne peuvent pas démarrer s'ils ont bu de l'alcool, et qu'on adapterait au fait d'avoir fumé un joint ou voilà. Une réaction? Pourquoi, comme le disait la dame juste avant, ne pas installer ce fameux dispositif qui permettrait de
bloquer le démarrage du véhicule après le test d'alcool ou de stupéfiants. On est en train d'y travailler, le ministère de l'Intérieur est en train d'y travailler avec les fabricants. Alors voilà, pour l'alcool, il faut souffler et donc on ne peut pas démarrer le bus tant qu'on n'a pas soufflé. Pour les stupes, il faut un test de salive, c'est un peu plus compliqué, mais c'est en cours. Peut-être peut-on préciser qu'aujourd'hui, s'agissant de l'alcool, pour rejoindre ce que disait Madame la Préfète, les tribunaux, lorsqu'ils prononcent des peines de suspension du permis de conduire, peuvent aussi prononcer l'interdiction de conduire d'un véhicule qui ne serait pas équipé de ce dispositif anti-démarrage qui ne validerait pas l'état de sobriété du conducteur. Monsieur le maire ? Oui, je voudrais rappeler aussi que quand on prend du cannabis, les traces sont évidentes pendant une quinzaine de jours qui suit. Hein. Il faut savoir, le type qui a fumé son joint le samedi soir, pendant 15 jours, il est positif au test. Donc ça, je pense que les gens ne sont pas informés. Et ça pourrait faire baisser la consommation aussi de manière radicale, parce que les gens qui fument le samedi soir, ils ne se rendent pas compte à quoi ils s'exposent, pour leur voiture et pour leur boulot. Alors, on a évoqué tout à l'heure les opérations Place Nette, ces grandes opérations médiatiques où devant les caméras, on retrouve le ministre de l'Intérieur, le préfet ou la préfète du coin. Il y en a eu, Camille, ici, et on ne peut pas dire que c'était un grand succès. Ça a dépend des opérations. C'est à Camille que je parle, monsieur le maire. Il y en a eu beaucoup. Moi, en l'occurrence, j'ai assisté en tant que journaliste. J'ai suivi une de ces premières opérations. Je crois que c'était une des premières. C'était en décembre 2023. C'était au quartier Chautan, début d'après-midi à Montargis. Beaucoup d'unités, beaucoup de véhicules qui débarquent très très rapidement dans le quartier, qui tout de suite repèrent un point de deal. C'était au bas d'un immeuble, 3 jeunes... une liasse de billets dans le bonnet, dans une cave proche, le chien qui était là aussi marque la cave, de la drogue, des billets, une arme à feu. Et puis en sortant de cette cave, moi ce qui m'a marqué, c'est tous les regards en fait. Tous les regards qui sont portés sur les forces de l'ordre, sur ceux qui sont en train d'intervenir. Il y a des gens aux fenêtres, il y a des gens dans les allées, il y a des téléphones qui sont sortis, qui filment en fait ce qui est en train de se passer. Et ce qu'on se dit, c'est qu'en fait c'est déjà... sur les réseaux sociaux, ce qui est en train de se passer, c'est peut-être même en direct. Je crois que j'avais repéré une vidéo plus tard de l'opération qui circulait sur Instagram. On se dit que ça circule déjà, que le mot circule déjà, et qu'en fait, le bénéfice de l'effet de surprise de ces opérations coup de poing, est-ce que finalement, il ne dure pas que quelques minutes avant que l'ensemble du quartier, voire plus loin, soit informé finalement ? Quel effet ça vous fait d'être comme ça sous les radars et d'être quasiment suspect, j'allais dire, pas au faciès, mais à l'âge, quand il y a ces opérations coup de poing dans vos quartiers ? Alors, moi, je vais juste changer de paradigme et me placer du côté des jeunes parce que je suis directeur du dispositif de prévention spécialisée Humanis. Et c'est vrai qu'on décrit une réalité qui existe, on décrit une ubérisation du trafic, on décrit, etc. Mais il y a aussi des très belles choses dans les quartiers et une jeunesse qui, si on lui donne d'autres alternatives, qui, si on lui fait voir les choses sous un autre angle, peut devenir ambassadeur pour les autres. Après, je me permettrai pas de répondre à la place des jeunes sur la stigmatisation qu'ils peuvent ressentir, même si je crois pas que vous vous sentiez stigmatisé forcément, mais c'est vous qui allez répondre à... C'est vrai que c'est assez usant d'être vu comme ces jeunes qui dealent et qui prônent l'illégalité, parce que c'est souvent des regards dans la rue, des remarques et tout un tas d'autres choses qui sont pas toujours visibles. Madame la commissaire, évidemment, j'attends pas de vous que vous me disiez que les opérations Place Nette ne servent à rien, mais est-ce qu'il n'y a quand même pas beaucoup d'esbroufs et des opérations médiatiques à peu de compte ? On démantèle un coin de deal, 48 heures après, il s'est déplacé de 2 pâtés de maison et ça continue et ça recommence. L'action policière est quand même là, donc c'est vrai qu'à posteriori, quand on voit les résultats, la population peut se demander à quoi ont servi les policiers. Mais moi, j'aimerais vous dire que pendant ces 1 heure, 2 heures, voire 3 heures d'opération, le point de deal, il ne peut plus vendre. Donc cela fait un manque à gagner. Quand même. Et donc ça fait un manque à gagner à ces points de deal, parce qu'on sait que sur Montargis, la rentabilité d'un point de deal varie entre 1 500 et 6 000 euros par jour. Donc le fait d'être 3 heures déjà sur ces points de deal, ça fait un manque à gagner aux dealers, et c'est là tout notre action réside dans la gêne de ce trafic. Puis, alors, oui. En complément, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on fait les enquêteurs, et d'ailleurs on aurait besoin d'enquêteurs en plus
plus que d'effectifs de voie publique, mais les enquêteurs, ils font maintenant un travail très approfondi sur des cibles pour démanteler les réseaux. On a quand même supprimé un certain nombre de points de deal ici qui n'existent plus. Donc je regrette que la journaliste Camille n'ait pas été sur la bonne opération. C'était une des premières, Madame la Préfète. Ouais, c'est ça, vous seriez venu plus tard, vous auriez vu le démantèlement complet. Alors, il se trouve deal. que ma collègue était présente lors de l'opération du début d'année 2025. Il y en a une, effectivement, qui était particulièrement réussie. Une précédente où l'effet de surprise n'a pas été possible, en fait. Et moi, le point que je voudrais soulever, c'est que cet effet de surprise, sur lequel reposent tout de même les opérations coup de poing, combien de temps on le garde, finalement? Et est-ce qu'il faudrait justement plus d'enquêteurs en arrière, finalement, Est-ce que je peux en quelques mots répondre et compléter? Simplement dire que pour que ce soit efficace, ces opérations qui sont massives, qui vont concentrer un nombre d'enquêteurs sur un moment déterminé très important, il faut qu'elles puissent s'appuyer, ces opérations, sur des enquêtes au long cours, de plusieurs mois, en sous-marin, en silencieux, de telle sorte que lorsque les enquêteurs vont arriver, s'appuyant sur la direction du procureur de la République, ils vont savoir où aller taper, ils vont savoir qui interpeller. Et je crois que là, il y a eu de l'efficacité. Quand on peut à la fois concentrer des moyens humains pour les interpellations, mais sur la base de renseignements, d'observations qui ont été recollées pendant plusieurs mois, plusieurs semaines. Rebecca, cette question du narcotrafic, de sa répression, de sa prévention, c'est devenu un thème politique. On est dans une région où le Rassemblement national est en expansion énorme. On va entendre dans un instant la rencontre que j'ai eue avec le député RN. C'est devenu un enjeu politique majeur ? Ah oui, clairement, preuve en est ce rassemblement dont vous avez entendu parler. C'était lundi dernier à quelques kilomètres d'ici, à Mormant-sur-Vernisson. Une grande partie, en tout cas, de l'extrême droite européenne qui était réunie autour de Marine Le Pen, Jordan Bardella. Mais c'était pas sur le narcotrafic. Non, pas du tout. Rien à voir. En tout cas, l'extrême droite, effectivement, a un ancrage important ici, Michel, dans ce territoire. Donc c'était plutôt une démonstration de force, on va dire, un an après la victoire du RN aux élections européennes. Et si ce lieu a été choisi effectivement tout près de Montargis, c'est parce que le Loiret représente bien ces territoires, ces zones rurales justement de conquête du Rassemblement national. C'est un thème, forcément, l'insécurité et le narcotrafic cher au Rassemblement national, avec dans ce territoire un point de bascule en 2022, puisque cette 4e circonscription du Loiret a vu élire le député Thomas Ménager, qui a été élu en 2022, réélu également aux législatives en 2024. Qui a failli être réélu quasiment au premier tour. Avec 49,65% des voix. Ouais. Je l'ai rencontré il y a quelques heures dans une chronique que vous allez retrouver régulièrement dans cette émission sur le zinc. On l'écoute. Thomas Ménager, bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes député Rassemblement national de la 4e circonscription du Loiret, par ailleurs porte-parole du groupe RN à l'Assemblée nationale. Rebecca le rappelait à l'instant, le narcotrafic affecte désormais des villes moyennes de la ruralité comme Montargis. Vous avez failli à un cheveu près être élu au premier tour. C'est un effet d'aubaine pour vous, le narcotrafic ? Non, malheureusement, c'est un constat. C'est-à-dire que toutes les villes maintenant sont touchées, même des villes moyennes, même des secteurs qui étaient par le passé préservés. Et peut-être que, oui, un certain nombre des habitants du territoire, comme dans de nombreuses villes, nombreux territoires, voient le Rassemblement national comme ayant dans son programme un arsenal de mesures, on y viendra peut-être par la suite, à même de répondre aux attentes et à bloquer. Alors ça ne se fera pas du jour au lendemain, c'est un sujet qui est compliqué, qui est multifactoriel, qui touche bien entendu à la justice, à la police, à l'éducation, à des sujets économiques et sociaux. Et c'est vrai que notre territoire, malheureusement, correspond à toutes les problématiques qui mènent au développement et à être un terreau fertile pour ce narcotrafic qui pourrit la vie des habitants. La France ne cesse de durcir sa législation et en même temps le trafic et la consommation ne cessent d'augmenter. Est-ce que ce n'est pas un échec du tout répressif que vous préconisez ? Non, parce que le problème qu'il y a, c'est qu'on n'applique pas la loi. Je pense qu'aujourd'hui, sur tout un tas de sujets et d'autres sujets qui font l'actualité, on peut penser à la question des armes blanches. Il y a un peu le concours de l'épine de celui qui va être le plus répressif, aller de plus en plus loin en matière de répression. Mais ce qu'il faut en priorité, c'est de la volonté politique, qu'il y ait des circulaires pénales qui soient données par le garde des Sceaux pour qu'il y ait une obligation pour les procureurs de poursuite, qu'il y ait aussi une volonté de fermeté, que les peines soient appliquées. Nous, on propose
des peines courtes, le rétablissement de la double peine, des créations de places de prison. Parce qu'on le voit sur Montargis, vous pourrez demander aux policiers, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont arrêtés, les forces de l'ordre font un travail remarquable, mais derrière, la justice n'a pas les moyens de travailler. Il y a aussi une volonté de laxisme pénal. Il faut qu'un jeune qui aujourd'hui parfois utilisé par les plus âgés, donc il y a la question de l'excuse de minorité aussi, et la certitude d'une peine, d'une condamnation, et ne se disent pas qu'il fera juste un petit tour au commissariat et qu'il pourra ressortir et continuer comme avant. Vous êtes absolument contre la légalisation du cannabis. Souvent, ceux qui sont sur cette position disent si on légalise le cannabis, c'est la porte ouverte aux drogues plus dures. Or, en même temps, le cannabis est toujours interdit et l'usage de la cocaïne explose. Est-ce que c'est pas, au-delà des postures politiques, l'occasion d'ouvrir un vrai débat sur cette légalisation dont un certain nombre de spécialistes sont partisans? Alors tous les débats sont possibles en France, c'est la beauté de la démocratie, donc on peut en parler. Mais moi je crois que, vous savez, ceux qui trafiquent sur Montargis, qui ont de l'argent facile grâce notamment majoritairement au cannabis, demain ils n'iront pas travailler, ils ne deviendront pas forcément facilement plombiers, docteurs ou architectes. Ils chercheront encore à faire de l'argent facile, et donc ça ira vers d'autres drogues, vers la cocaïne, vers des drogues de synthèse. Oui, mais c'est-à-dire demain, si on fait la légalisation du cannabis, donc votre logique, ça serait aussi de dire demain ça sera... C'est pas ma logique. Non, mais la logique que vous développez, c'est que demain, ça sera plus que sur la cocaïne, et puis après on dira la cocaïne s'est énormément développée. Il y a quand même une notion d'interdit, il y a aussi une notion d'argent facile, et il y a ça aussi continuera à beaucoup exister. de policiers qui perdent un temps fou à verbaliser des consommateurs de joints et qui seraient peut-être plus utiles dans leur fonction à traquer les drogues dures. Donc vous ne voulez pas ouvrir ce débat-là? Non, mais je dis on peut l'ouvrir, mais je pense que quand on voit les ravages du cannabis sur le développement d'un certain nombre de jeunes, c'est-à-dire que c'est pas... Il n'y a pas de drogue douce. On est bien d'accord. Il n'y a pas de drogue douce, et le cannabis est quelque chose de dangereux. Et dès lors, demain, si c'est banalisé, légalisé, eh bien on aura des jeunes encore plus jeunes qui iront vers ces drogues, qui après iront vers d'autres drogues encore plus dures, encore plus violentes et encore plus néfastes. Et il y aura toujours du trafic. Et donc c'est une solution de facilité de se dire on n'y arrive pas. Déjà on a une solution de facilité d'avoir mis des amendes forfaitaires délictuelles. Ça veut dire en gros on fait payer quelques euros et on se dit c'est bon, c'est réglé. Non, la drogue, ça tue. C'est un fléau qui tue pour ceux qui consomment, pour ceux qui vivent dans les quartiers où il y a ce trafic. Et donc, il faut lutter de manière très très ferme pour protéger les populations et les Français. Merci, monsieur le député. Merci à vous. Vous vouliez réagir? Présentez-vous. Oui, Jean-Christophe Cambourour, directeur de la santé publique à l'Agence régionale de santé. Effectivement, les différents témoignages que l'on a entendus et les interventions illustrent qu'effectivement, le narcotrafic, il y a des enjeux de répression, de lutte contre le trafic, mais je dirais que c'est aussi un enjeu de santé publique. Et la santé publique a aussi des solutions qui sont peut-être plus discrètes. On évoquait effectivement la prévention, agir en amont finalement au niveau des jeunes, dès l'école primaire, au collège, pour qu'ils ne connaissent pas finalement la consommation de produits illicites. C'est un des enjeux forts, et on a des programmes d'intervention dans les écoles, dans les collèges, dans la région, et c'est un point important. Et peut-être évoquer aussi, on a parlé discrimination, et finalement derrière chaque dealer, chaque coin de rue, on voit bien les nuisances, l'impact sur le voisinage, l'impact sur les familles, mais finalement aussi derrière ces dealers, il y a aussi des drames humains de personnes qui consomment des substances qui ont pu commencer par un aspect récréatif et qui, à un moment, parce qu'il y a une rencontre entre un produit, un individu, un environnement, tombent dans l'addiction. Et ces personnes-là, il y a des solutions de prise en charge. C'est des personnes qu'il faut accompagner, donner un cadre. Et effectivement, il y a des acteurs très impliqués, notamment l'association Espace sur la région de Montargis. Mais effectivement, il y a aussi de l'espoir, et tout n'est pas sombre, même si c'est compliqué. Michael, cette stigmatisation où forcément quand on est drogué, on est un délinquant et on préconise la prison plutôt que les soins. Comment vous réagissez à ça? Bien, ça fait 50 ans que c'est cette loi, on est sous le joug de cette loi, et elle n'a pas vraiment fonctionné. Je pense qu'elle a fait preuve de la loi de 1970, oui, 627, qui a fait jusqu'à présent preuve de sa toute petite efficacité. On aurait peut-être pour regarder autour de nous en Europe les autres pays qui ont été vers d'autres orientations pour essayer de changer ça, et essayer de prendre les côtés qui ont fonctionné. Parce que si on regarde, je sais pas, la Suisse, la Hollande, l'Espagne,
l'Espagne, le Portugal, ils ont changé le tout répressif et il y a de bons côtés, il y a des choses qui fonctionnent bien. Pas tout, bien sûr, mais bon, apparemment, il y a des choses qui fonctionnent bien. Ça peut être bien de regarder les choses sous un autre angle. François Collomb, vous êtes addictologue et j'avais envie aussi de vous faire réagir à ça parce que j'imagine que quand vous prenez en charge des gens qui sont consommateurs et gravement consommateurs de drogue, le regard que vous avez sur eux, c'est plus celui d'un médecin sur un malade que d'un médecin sur un délinquant. Si les gens consomment, c'est qu'ils ont un bénéfice à consommer, c'est qu'ils vont pas bien. La consommation de la substance vient comme une tentative d'automédication pour soulager les symptômes du pathologique. Il faudrait s'efforcer d'identifier, de soulager autrement, de soigner autrement. La dépression et l'alcool, c'est un peu comme la poule et l'œuf. S'ils consomment, c'est que ça sert à quelque chose, c'est que ça vient soulager. C'est comme une automédication. Il n'y a pas de drogue dure ou de drogue douce. Toutes les drogues sont des drogues. La pire de toutes, c'est même le tabac. Le tabac, c'est 10 ans d'espérance de vie en moins. Le cannabis, c'est une catastrophe sur l'émergence des pathologies psychiatriques graves comme les psychoses. Valérie, vous me chuchotiez que ce serait bien qu'on puisse parler, mais vous êtes là pour ça, cher ami. C'est parce que j'avais le sentiment que la part de parole pour la prévention et le soin était, en tout cas, à l'image du financement de l'État, c'est-à-dire 90% pour la répression et à peu près 10% dans le meilleur des cas pour le soin et la prévention. Dans ma tête, c'était on parlait de la répression et on ouvrait sur des horizons plus joyeux qui étaient ceux de la prévention, mais allez-y, chacun son ressenti. Non, c'est pas une question de ressenti parce que je pense que justement si on veut s'intéresser de manière large au problème entre guillemets des drogues ou de la drogue, donc déjà peut-être un peu moins faire le distinguo entre alcool, tabac et les drogues dites illicites pour l'instant. Quand on travaille en addictologie, on travaille évidemment avec des personnes qui soit souhaitent arrêter leur consommation et se soignent, soit sont en cours dans une démarche de réduction des risques pour au moins consommer on va dire, en réduisant justement les risques liés à leur consommation. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est que si le marché de la drogue il explose, c'est pas pour les quelques milliers de personnes qui sont addictes aux drogues, c'est parce que la majorité de la population monte en charge autour de ça. On a de plus en plus de consommateurs de produits illicites. Il faudrait se poser la question. C'est monsieur et madame tout le monde, sont des gens insérés, sont des gens qui travaillent, qui ont des enfants, qui n'ont pas de problème majeur avec leur consommation et qui sont des millions. Il y a des millions de Français qui consomment des drogues et qui n'ont pas de problème direct avec les drogues. Il faut voir ça. C'est un peu comme pour l'alcool. La grande majorité des gens qui consomment de l'alcool n'ont pas de problème avec leur consommation. Donc il y a un problème qui est dû justement à la maladie, qu'on va appeler l'addictologie, mais il y a aussi peut-être un problème dans le manque de moyens qui est donné, notamment à la prévention. On donne pratiquement pas de moyens pour qu'on puisse agir de manière forte auprès des enfants, auprès des ados, auprès de toutes les personnes qui peuvent avoir besoin très tôt de nourrir, à la fois de comprendre les risques qu'il y a autour des produits illicites ou licites, mais aussi parce qu'ils ont besoin des fois de renforcer ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Et si on ne donne pas de moyens pour faire ça très tôt et massivement, on aura probablement de plus en plus de consommation déréglée. Madame la préfète, c'est quand même une critique assez virulente d'un deux poids, deux mesures dans la politique des pouvoirs publics. Finalement, ce qu'on vient d'entendre, c'est répression 90%, prévention 10%. Bon, alors après, je ne saurais pas challenger cette affirmation de madame. Je pense qu'en effet, de toute façon, si on veut changer les choses, il faut lutter contre les criminels, les réseaux, mais il faut aussi agir chez les petits et très tôt. Je pense qu'il faut changer les représentations mentales. Je pense qu'il faut accompagner une génération qui est assez dans la souffrance et qui tend un drôle de miroir aux adultes. Et je pense que c'est pas seulement le rôle de l'école. Je pense que toute la société doit s'y mettre. Et ici, on a fait quand même beaucoup avec vous, monsieur le maire. Ici, moi, j'ai mis tous les services de l'État autour de la table après les émeutes et on a réussi à mettre 1 million de plus que ce qu'on aurait fait d'habitude. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une énorme hypocrisie de l'État qui tolère finalement une drogue qui s'appelle le tabac et qui se taxe dessus et qui se fait des ronds dessus, qui tolère
finalement une autre addiction possible avec l'alcool parce que c'est des secteurs entiers de la vie économique. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas ce deux poids, deux mesures qui décrédibilise un peu la parole des pouvoirs publics? Je pense que là, vous avez un sujet de débat national, n'est-ce pas? Peut-être vous pouvez suggérer. Ce sera pour la deuxième émission, c'est voilà. ça. Je voudrais revenir, me tourner vers vous, Fabienne, parce que vous avez entendu les paroles des représentants des pouvoirs publics. Vous avez été, vous, agent impliqué dans ces questions-là. Vous allez me raconter où et comment. Et vous êtes très critique, finalement, sur la parole publique concernant ce fléau. Alors, moi, je suis une ex-éduque de rue, diplômée éducatrice. Je le souligne parce que pour moi, c'est important. Et je suis ex-déléguée du préfet sur les quartiers prioritaires. Donc oui, j'ai un côté critique sur notre agglomération et comment on a mené effectivement la prévention spécialisée sur nos quartiers. Moi, quand j'étais déléguée du préfet, donc fin 2018 jusqu'à 2021, on pouvait travailler déjà à remettre effectivement des éducateurs de rue. Donc j'avais vu Monsieur Billot, qui est notre président d'agglomération actuel, qui avait fondé un service opérationnel de citoyenneté. Donc c'était un service où il y avait des adultes relais. Et cette structure-là n'existe plus? Cette structure-là n'existe plus. Alors que c'était des gens qui étaient sur tous les quartiers prioritaires. Et je pense que si on avait gardé ce service-là, plus des éducateurs de rue diplômés, nous aurions pu vraiment faire des choses extraordinaires. Monsieur le maire? Oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, madame. C'est faux, pardon. Mais aujourd'hui, il y a les 4 éducateurs spécialisés d'Imanis qui travaillent en horaire décalé, c'est-à-dire le soir. Il y a encore 9 adultes relais que l'État paye. Donc, c'est pas vrai ce que vous dites, que ça a été supprimé. Ça marche ici. Fabienne, attendez. On va... L'éducation parce que vous connaissez, vous êtes intime là, évidemment, c'était la déléguée du préfet ici. Alors maintenant, elle fait de la politique, donc elle ne peut pas faire tout en même temps. Simplement rappeler que ces éducateurs qui sont en place depuis le mois de septembre l'année dernière, il y en a 5, plus Monsieur Cousin qui est là, et c'est 700 000 euros par an, dont 530 000 euros par le département. L'État met 30%. Et l'agglomération met le reste. Donc ça, on s'est engagé sur un programme ambitieux sur 3 ans déjà d'un premier temps. Et ça fonctionne bien, je vous ai dit tout à l'heure, cette opération-là. Juste pour reprendre... Rapidement, le service opérationnel de citoyenneté était vraiment quelque chose de bien, donc il n'existe plus. Je suis désolée en ces termes-là. Et ça aurait été vraiment des actions complémentaires avec les éducateurs de rue. C'était des gens proches des habitants. Et ça aurait vraiment pu être complémentaire. Ça ne marchait pas, les grands frères, ça ne marche plus. C'est pas des gens qui sont formés pour ça. Là, on a des gens qui sont formés et qui ont fait des études, qui ont des niveaux de master et qui sont des gens compétents parce qu'il y a des études psychologiques à faire. Et là, les grands frères ne savaient pas faire ça dans les quartiers. Et c'est pour ça qu'on est arrivé aux émeutes de 2023. C'était la cata. Personne n'a vu venir le coup. Oui, ils auraient dû avoir le thermomètre pour nous dire attention. Hein, vous allez continuer hors antenne. Je voudrais revenir au témoignage de Ryan, le dealer que vous avez découvert tout à l'heure, parce qu'il soulève une question qui sera un peu dans la phase de conclusion de cette émission. C'est qu'il y a peu de choses qui sont comparables à ce qu'on gagne quand on deal de la cam. Écoutez-le. Votre trafic, il vous rapporte combien? C'est-à-dire, en gros, vous gagnez combien par mois? Entre 15 et 25 000. 15, c'est les mois où vous travaillez pas bien. C'est quand on doit faire la part des choses, on doit partager un peu, payer le livreur, payer la nourrice, payer les passes, après les charges, les choses. C'est comme une entreprise, on va dire. Mais dans cette entreprise-là, je comprends bien, vous auriez, évidemment c'est une image, hein, vous auriez combien d'employés vous personnellement? 5 à 10 employés, tout dépend. Après, il y a beaucoup de petits qui bossent, des mineurs. Les magistrats que j'ai interrogés m'ont souvent dit, avant qu'on mette un mineur en tôle, c'est évidemment plus compliqué avec la législation sur les mineurs, c'est une façon de profiter de ça? On profite de ça. Eux, ils gagnent leurs sous. Quand vous parlez de mineurs, ça peut descendre à quel âge? 14 ans, minimum. Et en général, c'est eux qui viennent à vous et qui vous proposent leurs services? Principalement. Dû aux problèmes familiaux, problèmes d'argent,
toujours la même chanson. Bah, on le poste juste à Gaîté, il prend 100 €. Celui qui tient la sacoche, il a 200. Midi, minuit. C'est ça l'argent facile. C'est triste, hein. Le gamin, il est content. Nous, on est contents. Et vous avez des comptes à rendre à quelqu'un ou à quelques-uns? Bien sûr, on bosse toujours pour quelqu'un. C'est une longue chaîne et vous en êtes un maillon, c'est ça? J'en fais partie des maillons, ouais. C'est moi, je suis que le petit, entre guillemets, de la grande chaîne. Si une tête tombe, une autre la reprend, tout simplement. Ça ne s'arrête pas. On ne peut pas l'arrêter. C'est un commerce qui tourne. Tout type de personnes, je vous dis, récupère. Quand l'éducateur que vous êtes entend ce garçon qui dit, en gros, les mauvais mois, je me fais 10 à 15 000 balles et les bons mois, 25 000, quel argument vous avez avec des jeunes qui disent certainement pas à ce niveau-là, mais quand ils ont cette même logique, c'est compliqué. L'argument, c'est l'humain. C'est l'humain qui se déplace vers le jeune. C'est l'humain qui se déplace dans son quotidien. C'est l'humain qui va l'écouter. C'est l'humain, c'est toutes nos équipes, nos 2 éducateurs qu'il y a derrière qui vont aller au contact de ces jeunes, qui vont essayer de les comprendre, qui vont essayer de leur donner d'autres alternatives. Aujourd'hui, moi, je pense que le problème, il est sociétal. Y a un gros problème de santé mentale. Je vais encore parler des causes et pas des conséquences, mais nous on est confrontés à des jeunes qui sont isolés socialement, qui n'ont aucune connaissance des dispositifs de droit commun. Forcément, quand on est dans cet état-là, que ce soit en campagne ou que ce soit en zone police, en centre-ville, on se tourne vers les drogues. Je suis content que vous nous ayez placé à côté d'un service qui est dit... C'est puissamment pensé, hein, répressif, parce que nous, on est nous, on fait de la prévention et c'est différent. C'est-à-dire que les jeunes peuvent adhérer de manière libre quand ils le souhaitent dans notre dispositif et on n'est pas là pour les juger, on est là pour leur... avoir une posture bienveillante et être dans la responsabilisation. Je crois que la seule chose dont les jeunes ont besoin réellement aujourd'hui, c'est qu'on les écoute. Chaque jeune est différent, chaque jeune a des besoins et chaque jeune a besoin qu'on lui donne des solutions appropriées, que ce soit le levier du sport, que ce soit le levier de l'art, que ce soit le levier de la culture. Et j'entends ce que vous dites sur le fait qu'il y aurait peut-être fallu des éducateurs de rue avant. Alors après, j'entends ce que vous dites, mais la notion d'éducateur de rue, pour nous, elle est déjà un petit peu stigmatisante et un petit peu obsolète. Parce qu'aujourd'hui, notre équipe, nous, elle est pluridisciplinaire. Aujourd'hui, on a effectivement la dimension éducative manquée peut-être sur le territoire, mais on a besoin de toutes les personnes du territoire. On a besoin des habitants, on a besoin des médiateurs de rue, on a aussi besoin de personnes qui vont au contact des jeunes et des psychologues. Il y a des psychologues de rue sur d'autres territoires qui vont au contact des jeunes et on a des très bons résultats. On va laisser au maire le soin de conclure cette émission puisque vous êtes notre hôte, vous nous avez accueillis. Qu'est-ce que vous tirez de ces échanges, monsieur le maire ? Eh bien, qu'il y a 200 à 300 jeunes qui emmerdent tout le monde à Montargis. Donc c'est à eux qu'il faut qu'on se préoccupe, et puis les autres, ceux qu'on peut soigner avec les grands frères de rue, ceux qu'on peut soigner avec Espace aussi, parce qu'il y a une association extraordinaire, et puis tous ceux qu'on peut aider à sortir de là, il faut le faire, mais c'est une minorité. Un dernier mot, puisque tu as si souvent bien parlé, qu'est-ce que tu tires de ce débat? Tu as le droit de dire rien du tout, j'ai rien appris. Je trouve que c'est un débat, alors même si on débat, ça va toujours tourner un peu en rond. Au final, on est une grande population et chacun a son avis, donc c'est compliqué de mettre tout le monde d'accord, je pense. D'autres réactions, vous voulez? Non. C'est des jeunes qui sont là, mais qui sont silencieux. Écoutez, voilà, c'est comme ça qu'on va finir ce premier numéro de Sans Filtre. Merci à tous les participants. Et puis, on se retrouve au mois de septembre pour un nouveau numéro.